sur ton patio. T'es assis en arrière de ta maison sur ton patio, on t'entend prendre un café. Il y a un grand gars de 12 ans qui rentre, il marche sur tes fleurs, puis il te traite de maudit cave, de maudit colon. T'es chez vous, là. Tu vas te lever de ton patio, tu vas essayer de garder ton calme, puis tu vas dire à ton grand-là, toi, dehors, tu t'en vas. Ça, c'est normal, c'est ta vie privée, t'es chez vous. Mais le même comportement dans une classe, c'est comme si tu avais un sarrau blanc. T'es pas chez vous, t'es pas sur ton patio, t'es dans une classe, tu joues un rôle de professionnel. Ça va paraître simpliste, mais ça a été d'acheter des bibliothèques dans chacune des classes puis de garnir ces bibliothèques-là pour que nos jeunes aient accès à des livres. Bienvenue à cette semaine à l'école. Aujourd'hui, avec Égide Royer, on attaque un dossier que tout le monde vit, mais que personne nomme, la bureaucratosclérose. Ça, c'est le système qui bloque la science, étouffe le terrain, puis oublie que nos élèves, ce sont des êtres humains. On va aussi parler du CSS de la Jonquière, qui fait exactement le contraire et qui a des résultats spectaculaires en lecture. Et tout ça, bien, c'est propulsé par les parcours parents d'aidersonenfant.com. On commence ça maintenant. Égide, pour notre revue d'actualité, 3 nouvelles qui ont attiré notre attention. Tout d'abord, dans la presse Radio-Can, puis un peu tous les médias, on a eu le rapport du protecteur national de l'élève qui a déposé donc son deuxième rapport. C'est 1077 plaintes en 2024-2025 contre 1006 l'année précédente, dont 133 liées à la violence sexuelle chez les jeunes. Puis en même temps aussi, on le voit, on l'entend partout, là, les médias multiplient les articles sur la violence à l'école. Mais là, moi, je me questionne beaucoup. Est-ce que les chiffres racontent vraiment une explosion ou plutôt un meilleur signalement? Puis ma question par rapport à toi, Égide, c'est, il y en a de la violence à l'école, c'est sûr, mais est-ce qu'on n'amplifie pas le problème en le réduisant à des anecdotes chocs dans les médias ou même des chiffres du protecteur national de l'élève? C'est un peu le phénomène du détecteur de fumée qui est devenu extrêmement sensible, qui réagit, il va qualifier de violence l'ensemble des comportements. Ouais. Tu sais, j'ai organisé la conférence mondiale, moi, la deuxième conférence mondiale, c'est la violence à l'école en 2003, donc c'est un phénomène connu. Mais ce qui arrive présentement, c'est qu'on va caractériser comme violence même des comportements de jeunes qui sont carrément en difficulté. Tu sais, mon jeune de maternelle 5 ans qui fait une crise, j'essaie de le calmer puis qui me donne une poussée. Ah, j'ai été victime d'un acte de violence. Ouais. Donc, il faudrait ramener ça, démêler ce qui relève de l'adaptation scolaire, mais surtout être en mesure de déterminer ou d'avoir une décision plus précise de violence dans le sens que volontairement, moi, j'ai un comportement violent envers un adulte, mais violence dans le contexte un peu de sortir des anecdotes et y aller sur des comportements précis. En clair, coller le comportement davantage que de recadrer certains comportements comme étant violents. Oui, puis j'ai fait une entrevue avec Claire Beaumont sur le sujet. Les études ne montrent pas une explosion de violence, mais c'est la raison d'être du balado. Hein. Je dis souvent quand je présente le balado, passer au-delà du bruit de la nouvelle. Là, la nouvelle, ces temps-ci, là, il y en a 5 par semaine, explosion de violence. Tel adulte a été tabassé, tels enfants ont été tabassés, violence sexuelle. L'autre élément, tu as une concentration des élèves en difficulté en milieu ordinaire qui va amener les jeunes ont tendance à se regrouper, là. Les jeunes qui ont des conduites agressives ont tendance à se regrouper, entre autres, au secondaire. Et si tu les regroupes de par l'organisation de par ton organisation scolaire, en clair, une classe spécialisée de jeunes en troubles graves de comportement, attends-toi d'avoir des comportements qui vont être nettement plus agressifs que dans un collège privé ou d'un collège à vocation internationale. Selon le Journal of the American Medical Association du 3 mars 2026, qu'entre 2007 et 2023, la proportion d'adolescents américains qui dorment 7 heures ou moins par nuit est passée de 68,9% à 76,8%. 77% de nos ados ne dorment pas assez. Puis c'est pas évidemment, c'est un enjeu de santé, mais c'est un enjeu de réussite scolaire. Le sommeil insuffisant est directement lié à une baisse des performances du cerveau, du comportement, une baisse des performances académiques, à la dépression et aux idées suicidaires. Puis, tu sais, on parle beaucoup de décrochage de santé mentale. Il y a des millions investis là-dedans, dans nos écoles puis dans la société en général. Mais est-ce que une partie de la solution, c'est pas aussi simple que de juste faire en sorte de mieux dormir pour nos jeunes? Ça fait partie quand moi j'ai évalué ou intervenir auprès de jeunes là, qui présentent des problèmes d'attention. D'ailleurs, c'est carrément dans le bouquin que j'ai publié là-dessus. La première chose, on va s'informer sur la qualité du sommeil. On va s'informer sur la qualité des écrans, sur l'utilisation des écrans aussi. Ouais. Mais ça fait partie autant on évaluait l'audition et la vision par rapport à des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, on évalue normalement, il y a des questions spécifiques sur la situation du sommeil. Et là, il y a sûrement une corrélation à faire avec l'utilisation des écrans, surtout des téléphones cellulaires, là,
et d'accès à ce type d'appareils connectés. Là, j'ai vraiment des jeunes où ça influence, ça impacte directement sur le sommeil. Et le manque de sommeil impacte sur l'ensemble entre autres sur l'apprentissage et le comportement. Quand on parle de TDAH, là, en Estrie, 32% des ados gars de 12 à 17 ans sont médicamentés pour un TDAH. Puis on sait qu'on est en surdiagnostic au Québec, c'est d'une évidence, puis en surmédication. Et si 1 heure de sommeil de plus par nuit, pour tous ces jeunes-là en Estrie, pour prendre cet exemple-là, réduirait pas le taux de médication de 32% à 24%. C'est complètement fou quand on y pense. Ce n'est que du sommeil facile à faire, facile à implanter. C'est pas si facile concrètement, on le voit bien, là, mais c'est une solution d'une simplicité désarmante. Allez, pense-y, là, quand tu dépasses 30% de gars, entre autres, là, médicamentés, c'est symptômes que quelque chose ne fonctionne pas. Mais souvent, c'est des éléments évidents. Là, sachant que l'attention, c'est la première fonction qui est affectée dans une situation où on manque de sommeil, dans une situation même de stress, dans une situation de deuil. C'est tout de suite l'attention qui est affectée. Et d'y aller par médication en disant c'est sûrement un TDAH, là, on est dans... Ça pose des sérieux problèmes là, au niveau de la pratique là, médicale, même de la pratique là, en psychologie, sur cette question. Oui, absolument. OK. Troisième nouvelle, une nouvelle très positive, somme toute, puis c'est en lien avec le thème de notre épisode aujourd'hui. Le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois qui crée son propre conseil scientifique. Donc, ils ont annoncé la création du conseil scientifique Marguerite Bourgeois. C'est un comité d'experts qui rassemble chercheurs et praticiens autour des données probantes en éducation. Puis pendant que l'INE, l'Institut national d'excellence en éducation, qui a été créé, mais qui est toujours pas opérationnel après plus de 2 ans, ben, il y a un CSS qui est reconnu pour être un CSS très, très dynamique, qui a décidé de ne pas attendre puis créer sa propre structure de transfert de connaissances. C'est fort parce que notre thème du jour, c'est pourquoi ça bouge pas aussi vite, tu es toujours dans la bonne direction en éducation. Est-ce que c'est ce genre d'initiative-là, égide d'un CSS qui est la voie du futur? Et en même temps, est-ce que ça peut fonctionner sans un soutien systémique du monde universitaire et du gouvernement? Donc ça, c'est porteur d'avenir, c'est porteur de changement parce que là, tu es enraciné dans le milieu. Là. C'est pas une situation où quand on change de ministre, tout le bazar va changer. Là. Dans la mesure où c'est vraiment implanté dans un milieu, il y a des partenariats, recherche, praticiens, universités. Ça, c'est porteur comme tel de pérennité. Là. Ça assure une pérennité par rapport au changement et au maintien des pratiques exemplaires. On a une entrevue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai rencontré des jeunes du CSS de la Jonquière qui ont implanté des mesures que je qualifierais de très simples, mais extrêmement efficaces pour favoriser la lecture chez les jeunes au primaire dans une école. Je rencontre le directeur d'école et la directrice adjointe au niveau du CSS. Et ce qu'ils me disaient, eux, c'est important de partir du local. La couleur de l'école est importante. Donc, souvent, dans le milieu, ils vont nous dire ça. C'est vrai, mais les données probantes le sont aussi. Oui, cette capacité-là du milieu à s'entraider l'est tout autant. Surtout en lecture, qui est un secteur très, très mélangé. On pourra en parler dans quelques minutes d'ailleurs. Là. Ouais. Mais pratique couleur du milieu associée carrément à ce qu'on connaît là, de meilleur au niveau de la recherche, des pratiques exemplaires, par exemple, pour enseigner la lecture. Et tu vas voir qu'il y a des résistances majeures, et pas simplement au niveau des milieux scolaires, mais au niveau gouvernemental. Quand on arrive avec des pratiques exemplaires basées sur la recherche, il y a des endroits où ça bloque encore. Alors, on a eu 3 nouvelles, un seul fait conducteur. On amplifie les problèmes sans toujours regarder les données. Puis on oublie que les élèves, c'est des êtres humains, c'est pas juste des dossiers à gérer. Puis là, on a un CSS qui décide de pas attendre le ministère. Et j'ai tout un mot pour ça, c'est la bureaucrato-sclérose. Puis c'est notre dossier du jour. Pourquoi est-ce que ça bouge pas aussi vite ou toujours dans la bonne direction en éducation? On commence ça dans 30 secondes. Cet épisode est propulsé par les parcours parents d'aidersonenfant.com. C'est des centaines de capsules vidéo par des experts, des groupes de discussion, des ateliers, des événements en direct. Pas du contenu générique, des vraies stratégies pour accompagner votre enfant ou vos élèves au quotidien. Lecture, anxiété, motivation, concentration, tout est là. Allez découvrir ça sur aidersonenfant.com. Le Québec est premier au Canada en mathématiques, 4e en lecture puis en sciences. Puis en même temps, on a le pire taux de diplomation secondaire au pays. Comment est-ce qu'un système peut produire d'excellents résultats académiques puis en même temps des hauts taux de décrochage? Puis on l'a nommé tout à l'heure, pendant ce temps-là, l'Institut national d'excellence en éducation a été créé il y a 2 ans, puis toujours pas fonctionnel 2 ans plus tard. Toi, Gilles, tu es là dans le système d'éducation depuis longtemps, je ne veux pas te vieillir, mais tu es là depuis longtemps. Tu en as vu des ministères, tu en as vu des ministres, tu en as vu des acteurs dans le réseau. Puis il y a des dossiers comme le tutorat, la violence à l'école, la lecture chez les jeunes qui reviennent, qui apparaissent, disparaissent, qui réapparaissent sous d'autres noms. Comment est-ce que tu expliques ça, cette
capacité-là ou incapacité-là à se réinventer puis d'aller dans la bonne direction? Regarde, on se retrouve dans une situation, dans la majorité des sciences, mettons que tu vas consulter ton cardiologue, est-ce que ton cardiologue assure le suivi de la santé de ton cœur de la même façon qu'un cardiologue le faisait depuis 30 ans ou le faisait il y a 30 ans? Non. Il y a un savoir cumulatif qui s'installe et qui est transmis d'une génération de cardiologues à une autre génération de cardiologues. Mais toute cette question-là de savoir cumulatif en éducation, c'est fascinant. Tu as des projets vraiment extrêmement bien faits, basés de pratiques exemplaires. Ça va durer 2-3 ans, puis ça disparaît. Puis je regarde au niveau du ministère, ce qui est fascinant, puis écoute, ça fait 50 ans que je suis dans ce domaine-là, j'ai collaboré avec plusieurs ministres. Quand un ministre de l'Éducation quitte, les bureaux se vident. Son équipe politique part aussi, le bureau se vide, puis on recommence à neuf. Donc, je pense que c'est arrivé, à 3 ou 4 reprises, de redonner le même briefing à des attachés politiques sur des sujets précis. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mémoire, mais c'est pire qu'une question de mémoire, c'est une question aussi de savoir, d'être capable d'améliorer notre savoir au niveau des connaissances. Mais les fonctionnaires, eux autres, au ministère de l'Éducation, sont là, puis mettons qu'on présume qu'ils sont compétents. Comment ça, ils réussissent pas? Il y a une question politique, dans le sens, en bout de ligne, c'est le ministre là, qui décide. Mais d'un autre côté, il ne faut pas... Regarde ce qui se passe en informatique présentement au niveau de l'implantation des l'implantation des nouveaux systèmes informatiques. On dit souvent, si on avait une meilleure expertise en informatique au niveau du gouvernement, on serait capable de juger ce qui est pertinent ou pas, puis de suivre des projets. Mon souhait, puis j'ai été, moi, professionnel au gouvernement du Québec pendant 4 ans sur le dossier des gens de difficultés d'apprentissage et de comportement, je dois dire que malgré toute la bonne volonté, on n'a pas nécessairement les meilleurs experts qui se retrouvent responsables du dossier national. Je pense entre autres au niveau du préscolaire ou de d'autres types de questions en éducation. Et ça, il y a une question d'expertise là, qui rentre en ligne de compte. Quand on parle de pratiques exemplaires et de recherche, il ne faut pas prendre pour acquis que les responsables de dossiers sont véritablement parmi les meilleurs dans leur domaine pour influencer l'ensemble de la province. Et on l'a vu entre autres au niveau du préscolaire, c'est absolument fascinant. Puis, je parlais du taux de diplomation, on en a parlé souvent ensemble, les élèves à besoins particuliers aussi. Une statistique qui m'a marqué, là, c'est 207 000 élèves en difficulté il y a 9 ans, puis il y en a 281 000 maintenant, donc une hausse de 36 % en 9 ans. Rapidement, qu'est-ce qui explique cette hausse du nombre-là d'élèves à besoins particuliers dans nos écoles? Il y a des pratiques diagnostiques là, qui ont évolué au niveau au niveau des médecins ou même au niveau des psychologues, mais surtout, on n'est pas capable de réformer un système qui est basé sur la codification ou l'étiquetage des élèves, autant pour le financement que pour la gestion de la convention collective. Il y a personne qui dit que ça a de l'allure d'avoir 33 % d'élèves en difficulté dans les écoles secondaires publiques au Québec, mais c'est une fin de non-recevoir au niveau des organisations syndicales, parce que si on commence à modifier cette question-là de demande d'évaluation pour fin de pondération d'élèves, nombre d'élèves dans la classe, qui est contenu dans la convention collective. Moi, j'ai connu l'époque, début 2000, on avait environ 200 000 élèves en difficulté. On avait 102 000 élèves en difficulté. Là, on est rendu à 285 000 environ, comme tu mentionnais. Donc, le système est parti là, en clair, ça va prendre une refonte de la politique d'adaptation scolaire où autant les parents, les enseignants que les directions d'école et les ministères soient impliqués. Mais selon moi, là, on s'en va vers une situation de surdiagnostic et d'étiquettes qui collent aux élèves là-dessus. OK. On va aller sur les bonnes pratiques puis les trucs qui devraient marcher dans le système. Pourquoi est-ce que l'éducation, puis tu l'as nommé tout à l'heure, là, pourquoi l'éducation, c'est pratiquement le seul domaine où on se base pas systématiquement sur les données probantes? C'est un peu comme si un médecin, puis tu sais, les médecins, on le voit, ils sont un peu plus dans les données probantes généralement, les études scientifiques sur la médication, sur même la connaissance d'un organe en particulier. Mais là, c'est comme si un médecin donnait une prescription basée juste sur l'humeur du moment ou ce qui est populaire dans les médias et non sur ce qui marche vraiment. Pourquoi est-ce qu'en éducation, on est encore là? Dieu merci, ça change, ça va dans le bon sens. Là. Plus on aura d'interaction entre la recherche et la pratique comme telle dans les milieux, là, au niveau universitaire, là, centre de service scolaire et universitaire, on parlait de Marguerite Bourgeois tout à l'heure, ça amène normalement une amélioration. Prends l'exemple, je donne quelque chose de très concret. C'est quasiment de force qu'on a réussi à rentrer dans le programme du préscolaire l'idée que les enfants doivent apprendre en maternelle 4 ans, 5 ans, le nom et le son des lettres. Minimalement ça. Tous les apprentissages préalables à l'apprentissage de la lecture au niveau de la première année, c'était une bataille. C'était une bataille au niveau des responsables, au niveau du ministère de ce dossier-là, bataille au niveau des universités, au niveau des profs qui enseignent au préscolaire, puis au niveau des centres de services scolaires eux-mêmes. Donc, et ça, le corpus de connaissances essentielles, de pratiques exemplaires est bien défini, mais malgré tout, c'est encore il y a un manque de concertation certain. Là. J'ai écouté une entrevue une fois, puis
j'ai compris comment les médecins utilisaient les données probantes. Parce qu'ils disaient, dans l'acte médical, le médecin doit utiliser 3 sources d'informations principales. La science, les données probantes, son expérience professionnelle et l'expérience du patient. Et quand j'ai vu ça, je fais, ça, c'est pertinent en éducation aussi. Quand on dit, souvent, tu sais, le parent, c'est l'expert de son enfant, mais l'enfant a sa propre vie, sa propre expérience. Tu le dis souvent quand tu parles des statistiques, l'enfant n'est pas une statistique. Donc, l'enfant a sa propre expérience, l'enseignant a sa propre expérience en lien avec le milieu, en lien avec son expérience de vie, et il y a les données probantes. C'est ce mélange des 3-là qui est extrêmement puissant. Puis, le monde scolaire devrait arrêter d'avoir peur de juste les données probantes. C'est pas ça qui va prendre toute la place, mais ça va prendre une place importante parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, qui doivent pas être faits. Puis après ça, mélange de données probantes avec ton expérience et celle de l'élève, puis on a une recette gagnante. Mais là, tu viens de définir un professionnel de l'éducation, un professionnel de l'enseignement. Tu viens pas de décrire un travailleur de l'enseignement. Tu viens de décrire un professionnel de l'enseignement. La façon que tu présentes ça, c'est la formation que j'ai eue en psychologie. Va parler aux psychoéducateurs en milieu scolaire, va parler aux psychologues en milieu scolaire, va parler aux orthophonistes. C'est essentiellement ça. Tu as ton jugement professionnel, tu as les pratiques exemplaires, puis tu as le contexte. Le contexte, c'est le jeune, c'est le type de classe, c'est les parents du jeune, tout ça, c'est ça. Là. Et là, tu tiens compte des 3. Et Gilles, as-tu un exemple concret d'un mythe éducatif qui est constamment démoli, mais qui revient constamment, que ce soit dans les médias ou dans les priorités ministérielles? C'est un mythe qui, présentement, est très d'actualité. Lorsque la punition ne fonctionne pas, il faut punir encore plus fort. Ça, c'est un... Les gens n'ont pas compris que, entre autres, une intervention auprès d'un enfant ou une intervention en milieu scolaire auprès d'un jeune qui a des comportements difficiles, on n'est pas dans un système criminel en disant il y avait tel type de jeune, système de justice, il y avait tel type de comportement, donc ça équivaut à une journée de suspension. Il a fait tel autre type de comportement, alors là, c'est 3 journées de suspension. Les gens n'ont pas encore, puis ça, c'est une pratique exemplaire, n'ont pas simple saisi que ce qui est important, c'est qu'il y ait une conséquence par rapport à un geste que j'ai posé. Mais c'est pas la grosseur de la conséquence. Au contraire, quand la conséquence est trop importante, j'ai des jeunes qui vont se rebeller et ça empire la situation. Oui. Et même, ça les désensibilise aussi. À force de donner des conséquences, le jeune fait une autre conséquence, ça n'a pas d'impact. Ces jeunes-là ont besoin d'un coup de pouce aussi. Puis on a tous en nous, je pense, un esprit de vengeance. Je pense que c'est propre de l'humain. Tu sais, œil pour œil, dent pour dent, on a tous ça. Mais là, c'est des enfants qu'on doit accompagner, même quand ils commettent des actes de violence ou de violence verbale ou physique. On peut pas juste les punir. T'es assis sur ton patio, t'es assis, t'es en arrière de ta maison sur ton patio, on t'entend prendre un café. Il y a un grand gars de 12 ans qui rentre, il marche sur tes fleurs, puis te traite de maudit cave, de maudit colon. T'es chez vous, là. Tu vas te lever de ton patio, tu essaies de garder ton calme, puis tu vas dire à ce grand-là, toi, dehors, tu t'en vas. Ça, c'est normal, c'est ta vie privée, t'es chez vous. Mais le même comportement dans une classe, c'est comme si tu avais un sarrau blanc. T'es pas chez vous, t'es pas sur ton patio, t'es dans une classe, tu joues un rôle de professionnel. Donc, si tu le prends personnel dans une situation de classe comme ça, là, on n'est plus là. T'es plus sur ton patio. Tu joues un rôle de professionnel dans un contexte. Donc, si un jeune fait une crise, dans ta classe, c'est pas quelque chose de personnel à toi. Tu joues le rôle d'un adulte éducateur dans un contexte où un jeune fait une crise. Et ça, les gens font pas la différence là-dessus. Ça, c'est tout à fait fascinant. Il y a beaucoup de gens qui se sentent au bout du rouleau. Puis quand on est au bout du rouleau, bien, c'est clair que nos réactions sont moins mesurées. Que nos réactions, c'est plus des réactions de quelqu'un qui est au bout du rouleau ou qui se sent peut-être qu'il y en a trop d'élèves à besoin particulier dans sa classe. Il y a quelque chose d'un cercle vicieux dans certains milieux qu'on observe qui cause peut-être ça. C'est évident qu'on se retrouve dans des situations où on perd beaucoup trop de monde dans l'éducation. Il n'y a pas une profession où on dirait, après 5 ans dans la profession, 30% des médecins quittent la médecine après 5 ans dans la profession. Imagine ça, là. Mais non, c'est ça. Ça serait impensable. Ou 30% des dentistes. 5 ans après le début de après la formation, 30% de dentistes quittent pour faire autre chose. Donc, on sait, c'est évident qu'il y a un malaise là, mais un malaise qui est associé aussi à fait que certaines pratiques te rendent plus fier d'être enseignant et plus efficace aussi. Donc, il y a plusieurs variables là, dont on doit tenir compte. Quand on en revient aux bonnes pratiques puis aux décisions, disons, gouvernementales qui se mettent pas en place ou qui reviennent sous d'autres noms après, est-ce que selon toi, c'est plus un enjeu de bureaucratie ou un enjeu de courage ministériel d'aller dans la bonne direction? Il y a une méconnaissance des politiciens qui suivent un peu l'actualité. Puis ça, c'est le jeu politique. Le jeu politique, c'est que tu dis que tu prends des décisions éventuellement, puis plus tu es proche des élections, des décisions qui permettront de le faire réélire. Là. Mais outre ça, il y a une lenteur. C'est comme pédaler dans le jello. Là. Il y a une lenteur. Prends l'Institut d'excellence en éducation.
C'est fantastique, là. Écoute, c'était décembre 2023, l'adoption de la loi, puis regarde où on en est présentement. Ça, c'est fascinant. Il y a l'autre élément, c'est que l'absence de mémoire. Moi, j'étais chez le comité durant la COVID, là, conseiller le ministre, on était peut-être 5-6 professionnels là-dessus. Et la question le tutorat est une des mesures les plus efficaces. Pas l'aide au devoir. Le tutorat est une des mesures les plus efficaces. Investir $1 en tutorat, tu as un impact, là, beaucoup d'impact pour le dollar que tu as investi. Donc, durant la période de la pandémie, écoute, il y a une année, ils ont mis 70 millions là-dedans. Et là, on se retrouvait là où ça posait problème, c'est que j'avais des milieux scolaires qui ne savaient pas comment le faire de manière efficace. Exemple, tu sais, une classe de 25 appelait ça du tutorat en fin de journée. C'est quoi cette affaire-là? Offert par les mêmes profs de l'école qui étaient payés une heure de plus pour faire ça. Même pas de l'école qui était payé à 1 millième, donc c'est pas loin de 100, c'est à peu près $100 de l'heure. Mais l'autre élément, tu te retrouves dans un contexte, l'idée était bonne, mais l'application en fonction des pratiques exemplaires ne se faisait pas. Mais là, c'est pire que ça. Là, compte tenu de ce qui se passe financièrement, le tutorat est pas mal passé dans le tordeur. C'était pas une mesure pérenne dans la mesure. C'était pas protégé par ratio, il n'y avait pas de cadre. Donc, on implante des mesures qui sont exceptionnelles, mais par la suite, là, ça retombe. Donc, il y a une question de connaissance, il y a une question aussi de volonté politique, il y a une question d'expertise au niveau même du ministère là, par rapport à la tenue des dossiers. En terminant, Gide, en une phrase, là, puis là, tu as le droit à 2 réponses. Pour la ministre actuelle, Sonia Lebel, ministre de l'Éducation, qui termine son mandat en octobre, et là où la nouvelle ministre de l'Éducation qui va prendre ses fonctions en octobre-novembre prochain, si tu avais une chose à dire à cette personne-là pour aller dans la bonne direction. Donc, il y a le très court terme, puis après ça, le nouvel ministre, tu dirais quoi? On a besoin d'une deuxième révolution tranquille, cette fois-ci en éducation pour compléter ce qui n'a pas été fait. Et cette deuxième révolution tranquille-là, appelle ça comme tu voudras, mais cette deuxième révolution tranquille-là devrait partir en se préoccupant d'abord du 20% de jeunes qui présentement ne sont pas en mesure de réussir à l'école. Pas le prendre de manière globale en disant tous les groupes d'intérêt arrivent là, puis défendent le dossier, puis déposent des mémoires. C'est ce qu'on a, les 2 états généraux précédents, c'est le 86-96, ça a été le problème. Il faut partir carrément de ce 20% de jeunes qu'on a réussit pas à faire réussir à l'école, justement. Et à partir de là, monter, là. Mais ça implique carrément... Ça, c'est le premier commentaire. Et dans cette deuxième révolution tranquille en éducation, moi, c'est intolérable d'avoir une politique d'adaptation scolaire qui date de 27 ans, compte tenu des chiffres que tu as mentionnés, du nombre d'élèves en difficulté. Compte tenu de la science qui a évolué, les ressources, la pédagogie, tout a évolué depuis 27 ans, sauf cette politique-là. C'est ça. Et Gilles Royer, merci beaucoup. Plaisir. À Jonquière, à l'école Sainte-Marie Médiatrice, on a décidé de faire bien plus que de dire aux élèves de lire plus. On a carrément changé la façon de vivre la lecture à l'école, du matin au soir, de la classe à la bibliothèque. Puis en 1 an, les résultats aux examens de lecture ont fait des bonds spectaculaires. On parle d'une hausse de la réussite à l'épreuve obligatoire de lecture de 70% à un peu plus de 83% en 4e année, en 1 an, je le répète, et d'une augmentation marquée du nombre d'élèves qui obtiennent des notes entre 70 et 100%. Puis tout ça en misant simplement sur le plaisir de lire, la diversité des activités et l'accompagnement de proximité. Puis pour comprendre ce virage et surtout ce que ça demande concrètement de la part des équipes écoles, j'ai le plaisir de recevoir M. Marco Lavoie, directeur de l'école, et Mme Caroline Tremblay, directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs au Centre de services scolaires de la Jonquière. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, Carlo. Marco Lavoie, je commence avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené ce déclic-là, il y a 1 an ou 2, de dire il faut faire quelque chose pour améliorer la lecture chez nos jeunes? Ben, je te dirais, premièrement, c'est sûr que par rapport à notre PEVR et au plan stratégique du ministère, on voulait s'aligner là, avec ces 2 orientations. On voulait s'améliorer. Puis c'est sûr qu'au niveau de la recherche, là, c'est prouvé que la lecture est un facteur déterminant. Donc, c'est clair que c'était l'orientation là, sur laquelle on voulait miser là, pour les prochaines années. C'était quoi les défis ou les observations que l'équipe école faisait par rapport à la lecture en général et peut-être même la lecture chez les garçons? Est-ce que vraiment c'était nommé là, que les jeunes ne lisaient pas assez? Ce qui a été très mobilisateur, puis ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à se mettre en action puis à continuer de le faire, c'est que au lieu de se concentrer sur beaucoup d'objectifs, on en a déterminé un au niveau de la réussite, qui est justement la lecture, puis on s'est vraiment concentré sur cet objectif-là, puis à partir de là, après ça, on a mis des moyens en place là, pour y travailler. OK. On va y revenir sur la transition, en tout cas la mise en place de ce plan d'action-là, parce que les équipes écoles, c'est beaucoup de monde.
puis des fois, tout le monde a un peu son opinion et ses propres façons de faire. Mais juste avant, Mme Tremblay, au niveau du centre de service scolaire, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir... Bien, évidemment, c'est d'une évidence, on veut appuyer une initiative comme ça, mais est-ce que vous aviez vu dès le départ que c'était une initiative qui avait du sens et qui valait la peine d'être appuyée? Oui, on a vu dès le départ que c'était une initiative qui était importante, qu'on devait appuyer, mais ce qui était vraiment important, c'est une initiative qui venait aussi de l'école. C'est tout l'engagement de l'équipe école, l'engagement des enseignants, l'accompagnement d'une équipe. Il veut travailler sa lecture, puis dans son projet éducatif, pour eux, c'est important. Oui, rapidement, l'équipe des services éducatifs et l'équipe de la direction générale, on s'est mis en action. Puis, on a décidé d'accompagner et l'école Sainte-Marie, mais toutes nos écoles qui ont des initiatives différentes dépendant de la couleur. École, ben, on accompagne toutes les demandes qui viennent des équipes écoles, là. Donc, les initiatives peuvent être variées d'une école à l'autre, mais est-ce que tout ça part des mêmes constats, entre autres scientifiques, des bonnes pratiques à mettre en place? On est dans les pratiques qu'on dit à haut rendement. Tout part de là. On part aussi des équipes collaboratives. Nous, on a misé au centre de service sur une équipe collaborative. C'est la collaboration entre les enseignants. C'est de redonner la parole à nos enseignants qui sont nos experts dans nos milieux. Alors, nous, on partait de cette pratique-là en premier, partout, mettre en place des équipes collaboratives. Puis ensuite, ces équipes-là, de quoi ils parlent? Ben, ils parlent des pratiques à haut rendement, de redonner la place, l'évaluation au service de l'apprentissage, etc. Fait que ça, c'est vraiment notre base là, avec laquelle on est parti au centre de service. Monsieur Lavoie, on parle d'amélioration significative des résultats en français, mais concrètement, là, qu'est-ce qui est fait en classe avec les jeunes qui fait une différence? Ça va paraître simpliste, mais ça a été d'acheter des bibliothèques dans chacune des classes puis de garnir ces bibliothèques-là pour que nos jeunes aient accès à des livres. Un article de Radio-Canada qui faisait état de la situation à votre école mentionnait aussi que les enseignants-enseignantes sont passés de demander aux élèves de lire ou de lire plus à une forme d'accompagnement à la lecture. Et ça ressemble à quoi un accompagnement à la lecture qui est plus que de juste leur laisser du temps de lecture? Ben, je prends un exemple concret au niveau de la lecture autonome quotidienne qu'on appelle, pour laquelle on a eu un accompagnement justement là, d'une conseillère pédagogique qui nous suit là, dans notre école. Donc, la lecture autonome quotidienne, l'enseignant va à la rencontre de l'élève avant, pendant, puis après sa lecture. Donc, on accompagne le jeune. On lui dit pas juste de lire pour lire, mais on le questionne par rapport à sa lecture. On lui demande ce qu'il a retenu de sa lecture, ce qu'il a apprécié. On lui suggère peut-être des livres là, qui sont à sa hauteur. Donc, c'est un exemple de pratique là, qui a été mis en place dans notre école avec certains enseignants. J'ai vu qu'il y avait un combat de livres aussi qui est organisé entre les élèves. Oui, combat de livres, montagne de livres. Et nous, là, à Sainte-Marie, quand il y a des activités comme l'Halloween ou Noël, les jeunes ne reçoivent pas du chocolat en cadeau. Là, c'est des livres. Là. Comme à Noël, c'était des livres qui ont été remis aux élèves. Ils sont contents de les recevoir. Oui. Les jeunes le savent là, que notre objectif, c'est la lecture. Ça peut aller jusqu'à des aménagements au niveau de la bibliothèque. Ça peut... En début d'année, on a fait venir des auteurs dans chacune des classes de l'école. Nos élèves de 6e année ont été au Salon du livre. On leur a payé un livre à chacun de nos jeunes de 6e année. J'ai fait une entrevue il y a quelques années avec le grand auteur québécois Simon Boulris, auteur jeunesse, auteur de romans pour adultes aussi. Puis lui, il y a une expression qui dit « On est à un livre de devenir un grand lecteur ». Et je pense que ce que vous faites, c'est ça, c'est de mettre à disposition, à hauteur d'enfant, une tonne de livres. Mais quand l'enfant croise le livre qui change sa vie, il devient accro à la lecture, va avoir apprécié la lecture parce que ce livre-là va avoir changé sa vie d'une certaine façon. Et ça, c'est dans notre plan d'action, notre projet éducatif. Il y a une action, c'est d'amener des activités qui vont permettre aux jeunes, justement, de leur donner le goût de lire. Puis, tu sais, que ça soit au niveau des privilèges de classe. Nous, on a des enseignantes que les privilèges de classe sont liés à la lecture, dans le sens que les jeunes peuvent aller lire où ce qu'ils veulent dans l'école, où il y a des coins classes qui sont aménagés pour la lecture, où ils jouent à la cachette en lisant dans l'école. Donc, c'est vraiment que notre école s'imprègne justement de ce goût de lire-là, puis que ça ressente chez nos jeunes. Oui, ramener le plaisir plutôt que juste le sérieux de la lecture aussi. Oui. Le plaisir autour de la lecture. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont entre autres du monde scolaire un peu partout au Québec, mettre en place des nouveaux projets, ça vient des fois avec des irritants, des bloquants, des obstacles. Je commence avec vous, Mme Tremblay. Quels sont les obstacles petits ou grands que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez quand vous tentez de mettre en place ce type de mesures-là dans les milieux scolaires? Je sais pas si on peut parler d'obstacles, mais on peut parler de peut-être de défis, mais vous savez, vous l'avez peut-être nommé au début, où
Mais en éducation, on a eu tendance au fil des ans à beaucoup de projets. Fait que peut-être de faire du ménage un peu. Tu sais, quand on entend ce que M. Lavoie dit, c'est que tout est ciblé sur un objectif spécifique. Ouais. Nous, on le sait, c'est la lecture qui est notre priorité. Tout le monde travaille dans ce sens-là. Les parents sont au courant. Les syndicats sont au courant. Et dans ce temps-là, quand c'est clair, c'est expliqué, il y a une raison. On est basé sur des données probantes, bien, les gens y embarquent. Ouais. Fait que tous ces défis-là ou obstacles-là, mais ça tombe parce que les gens, on peut pas ne pas y croire, puis on peut pas aller à l'encontre des données. On a vraiment travaillé dans ce sens-là. Fait que c'est comme ça qu'on a surmonté ou en tout cas, on a fait face aux défis. Monsieur Lavoie, au quotidien, dans l'école, j'ai de la misère à penser que 100% de l'équipe école a embarqué au jour 1 pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Là. Ça prend du temps à embarquer tout le monde. C'est quoi le meilleur conseil que vous auriez à donner à une direction ou une directrice d'école qui nous écoute là, sur la meilleure façon, concrètement, au jour le jour, de mettre en place une initiative d'impact comme celle-là? Ben, je vous dirais de se centrer, comme Mme Tremblay vient de le dire, de se centrer sur une priorité. Mais Mme Caroline vient d'en parler encore, de se référer justement aux données probantes, à ce qui est issu de la recherche, puis d'y croire, ouais. Puis de pas déroger de notre plan, puis de continuer là, au jour le jour. Des fois, ça peut être décourageant, mais quand on voit les résultats là, que vous évoquiez au départ, là, ben c'est gratifiant, puis c'est gratifiant pour les élèves, c'est gratifiant pour les membres du personnel. Et comment, en terminant, comment est-ce que vous avez réussi à bien communiquer, entre autres, auprès des parents et de la communauté? Est-ce qu'il y a des actions que vous dites, ça, quand on a fait ça, on a vu que ça avait un impact puis que cette communauté-là externe, donc les parents, les syndicats, ont vraiment embarqué rapidement? Ben, je vous dirais tout simplement un exemple. Quand on accueille nos jeunes, la maternelle, depuis l'an dernier à Sainte-Marie, c'est nommé aux parents, on leur explique notre projet éducatif, puis on leur explique l'importance de la lecture. Puis encore là, on fait un geste significatif parce qu'on donne un livre neuf à chacun des parents pour qu'ils puissent le lire durant l'été avec leur enfant. Puis on fait venir l'orthopédagogue, puis on fait venir l'orthophoniste à ce moment-là quand on rencontre nos parents justement pour leur expliquer l'importance de la lecture dans le parcours scolaire de leur enfant qui commence. Puis là, les résultats sont déjà positifs après à peine 1 an. Donc, on peut penser que si vous tenez ce rythme-là, les élèves qui viennent de rentrer en maternelle, ceux qui vont rentrer en maternelle l'an prochain, quand ils vont être en 4e, 5e, 6e année, dans 4, 5, 6 ans, risquent eux aussi d'avoir des très, très bons résultats scolaires en français. C'est sûr, c'est ce qu'on espère. Marco Lavoie, directeur de l'école Sainte-Marie Médiatrice, et Mme Caroline Tremblay, directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs au Centre de services scolaires de la Jonquière. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci. Au plaisir. Si je retiens une chose aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas le manque de solutions, c'est le système qui empêche les solutions de se rendre jusqu'aux élèves. On vient le voir avec le CSS de la Jonquière, des bibliothèques en classe, un objectif clair, des données probantes, puis les résultats sont là. C'est pas sorcier. Il faut que le système arrête de bloquer ce qui fonctionne. Si vous avez une histoire comme celle du CSS de la Jonquière, une initiative terrain qui fonctionne malgré le système, écrivez-nous à balado@grandpossible.com. On veut les raconter. Merci à Égide Royer, merci à Marco Lavoie et Caroline Tremblay du CSS de la Jonquière pour cette belle histoire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos élèves, de vos enfants. C'est des humains, c'est pas des dossiers. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt.